Peut-on partir en voiture électrique à la montagne? C'est ce qu'on a voulu savoir aujourd'hui sur Caradziak. Pour cela, on a réalisé un guide complet du véhicule électrique à la montagne. On a recensé toutes les montagnes françaises et bien sûr toutes les bornes de recharge présentes dans les stations, et on va même tester certaines stations. Aujourd'hui, Cédric, tu es le plus jeune de la rédaction, tu pars avec la voiture la plus petite. Il s'agit d'un véhicule quand même tout à fait incontournable. C'est la Peugeot i208. Alors c'est une citadine. Autrefois on pouvait partir partout dans le monde avec une citadine. Est-ce qu'on peut le faire avec un modèle électrique? Pour cela, je vais aller à Villard-de-Lans, dans le Vercors, et a priori je vais m'arrêter plus souvent que vous. Alors c'est quoi un petit peu la puissance de ta voiture? 156 chevaux, batterie d'une capacité de 51 kWh brut, et une autonomie théorique de 400 km, mais avec des pneus été et des conditions de température qui sont correctes. Là, ça va pas être la même, logiquement. Ça risque de prendre un peu plus de temps que l'été. Bon, ben on va te suivre, bon courage. Bah, merci. Je suis donc parti de Paris avec la plus petite auto de ce grand comparatif de Caradziak à la montagne. Donc en théorie, c'est celle qui est la moins adaptée à un grand voyage comme celui-là. C'est la Peugeot i208 dans sa version haut de gamme, avec les batteries d'une capacité de 51 kWh brut en finition GT, qui coûte plus de 38 000 €. Ça fait quand même très cher pour une petite citadine quand on sait qu'il y a des modèles qui vont bientôt arriver à 25 000 € au moins. Mais alors heureusement à ce prix, on a quand même une auto qui offre des prestations correctes. On a un intérieur avec une ambiance qui est assez sympa, on a une bonne qualité de finition, surtout on a un niveau de confort général qui est très bon ici sur l'autoroute. Et surtout, la consommation, heureusement, est assez bonne dans ces conditions qui sont très mauvaises, avec des températures négatives et des pneus hiver, ce qui joue inévitablement sur la résistance au mouvement et sur l'augmentation de la consommation. Malgré tout, ici, en roulant à 130 km/h sans vraiment trop y faire attention, on est à 23 kWh au 100 km, donc c'est franchement un niveau très correct pour une auto qui n'est a priori pas faite pour voyager. Mais n'oublions pas que quand même, avant, une citadine thermique, c'était une voiture, quand on était jeune, on partait entre amis, et justement c'était la voiture parfaite pour aller au ski. Donc bon, est-ce que c'est toujours le cas avec une version électrique? On va vous dire ça à la suite dans le voyage. Est-ce que vous pouvez vérifier? Ouais. Ok, donc c'est la borne numéro 5. Alors, c'est quoi la station là? L'air à la station Chablis-Venoy, Chablis quelque chose sur la 6. Alors c'est sur l'autoroute A6, R Chablis-Venoy. Non, c'est 5, c'est la borne numéro 5, ouais. Ouais, c'est ça. Faut réessayer? Débrancher la voiture, ok. La voiture est débranchée, ça y est. Ok, et ils vont redémarrer la borne. Ok, très bien. Je redémarre la borne de mon côté, je vous mets en attente dans l'instant. Merci Okay. à vous. Pareil, j'ai un écran blanc qui m'indique que je dois choisir ma puissance et ça reste bloqué comme ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Donc alors suite de notre aventure, Cédric a appelé le service de chez Total Energy. On est resté 10 minutes au téléphone et maintenant ça marche. Mais bon, c'est pas naturel quand même. Pour l'instant, tout va bien. Sauvé 2 km d'autonomie, non 2% d'autonomie de batterie restante, probablement moins de 10 km d'autonomie restante. Ça donne envie d'être un peu joueur, maintenant le bon maillage sur les autoroutes avec les bornes de recharge, mais dès qu'on sort du réseau parfait, là ça devient vite flippant.
On est toujours avec notre petite i208. Alors on le sait, hein, c'est vraiment la voiture qui était la moins adaptée a priori à ce grand voyage. Et eh bien c'est une bonne surprise justement à ce niveau-là parce que on a certes une petite batterie, mais finalement grâce à une consommation qui est assez limitée, 23 kWh au 100 km sur autoroute toujours, eh bien on arrive à aller aussi loin qu'avec la i308 ou même la Renault Mégane E-Tech. Donc c'est vraiment une bonne surprise. Et si bien qu'on finit par acquérir beaucoup de confiance, peut-être même un peu trop, parce que sur autoroute c'est super, on optimise au maximum, on essaie de se charger au dernier moment. Et là par exemple, eh bien, en allant vers la montagne, j'ai fini en mode tortue avec 2% de batterie restante et je commençais à avoir un peu peur. Je crois que j'ai trop essayé d'optimiser. C'était un peu flippant, mais voilà, on peut quand même partir en voyage avec sa citerne électrique. C'est beaucoup moins pratique avec une voiture thermique, mais finalement ça rajoute pas beaucoup de contraintes qu'avec une compacte comme la Renault Mégane E-Tech. Donc ça, dans l'absolu, ça reste une bonne surprise. Puisqu'on est sur une petite route de montagne, on va aussi aborder la question du comportement dynamique de la voiture, et bien qui est là aussi très agréable à utiliser dans ce cadre-là, même si on n'est plus comme au temps des petites citadines Peugeot qui étaient passionnantes à piloter. Et en fait, dans ces conditions-là, le seul vrai problème avec cette voiture, c'est un problème d'ailleurs qu'on trouve qui est un peu récurrent dans les voitures du groupe Stellantis, c'est que là, on a plein de problèmes de déconnexion de la connectivité smartphone. On n'arrive plus à utiliser Apple CarPlay. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Ça, c'est agaçant. Ça y est, on est en train d'arriver à Villard-de-Lans et forcément, dès que la route s'est mise à monter, eh bien la consommation a explosé. On a dépassé les 30 kWh au 100 km. Là, on est de nouveau sur le plat. On est redescendu à 28 kWh au 100 km. Et maintenant, eh bien, on va essayer de trouver une borne disponible dans la station. Bon, on n'est pas en danger puisqu'il nous reste 37% de batterie. Ce trajet en citadine électrique n'a pas été si catastrophique que ça. 3 charges rapides pour 90 € et 2h28 de temps de charge total, sachant qu'on aurait pu gagner quasiment 1 heure en optimisant au mieux. Voilà le bilan du trajet de Paris à Villard-de-Lans en Peugeot i208. Avec une borne en panne réparée à distance sur notre premier arrêt sur l'autoroute A6 et une borne qui a stoppé la charge sans raison au bout de 30 minutes à Villard-de-Lans pendant qu'on était parti manger. Et d'ailleurs, elle ne délivrait pas la puissance annoncée. Il y avait 6 points de charge à 22 kW sur la place principale du village, mais elle ne marchait pas correctement quand on y était. Aïe, ça craint. Alors Cédric, tu es descendu de ta montagne, on se retrouve sur les bords du lac d'Aix-les-Bains pour faire un point sur ton périple. Rappelle-nous, tu étais allé où? Alors je suis allé à Villard-de-Lans avec la plus petite voiture du lot, avec les plus petites batteries, la Peugeot i208. Et bien pour moi ça a été vraiment une bonne surprise parce que en matière d'autonomie et de distance parcourue, finalement j'ai fait que 3 charges sur l'ensemble du trajet sur un peu moins de 700 km. Donc en gros c'est 180 km entre chaque charge. C'est comme les compacts plus familiales qu'on avait aussi dans le comparatif. En termes de conso sur autoroute, j'étais à un peu moins de 23 kWh au 100. Quand ça a commencé à monter pour aller à la station, c'est monté jusqu'à 30 kWh au 100. Mais franchement, c'est aussi utilisable qu'une compacte. Tu as perdu combien de temps par rapport à une thermique? 2h28. Ouais, c'est quand même pas rien, mais c'est pas plus que des voitures plus grosses qui sont censées être plus polyvalentes. En termes de coup de cœur sur la voiture? Vraiment, c'est cette polyvalence relative par rapport à des voitures électriques plus grosses. Par contre, ça reste beaucoup trop cher. C'est 33 500 € en premier prix. Celle-là, elle est à plus de 38 000 € en finition GT. Ça reste plus cher qu'une citadine thermique. Donc. Enfin, dernière question, est-ce que tu te vois partir à la montagne en famille avec cette voiture? Dans l'absolu,
c'est quand même compliqué, mais par contre, je pensais pas que ce serait aussi, que ce serait le même temps perdu par rapport à une compacte électrique. Donc c'est vraiment une bonne surprise. Même si je crois que non, je partirai pas en vacances en famille avec ça, parce que perdre 2h30 pour un trajet qui fait normalement 6 heures, c'est quand même un peu dur, quoi. Ouais, je préfère partir en Urus, ça va plus vite.